OK. Bon, je pense que là, on est en direct. Oui. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur le direct hebdomadaire des femmes indignées. Nous sommes contents de vous retrouver une fois de plus ce dimanche où nous allons parler de la longévité des chefs d'État dans les pays en voie de développement, notamment au Cameroun. Nous allons un peu regarder les avantages et les inconvénients. Comme vous avez pu le constater, je suis aujourd'hui avec la fille de Marie-Victoire, à qui je vais demander d'ouvrir son micro pour passer un bonjour. Oui, bonjour à tout le monde. Comme l'a dit Ida, un dimanche de plus pour vous parler du 237 pour sensibiliser. Et je vous souhaite de passer un très bon moment avec nous. Excellent. Je vais dire bonjour à la fille, non, bonjour à l'Amazone Aniela Mar. Bonjour Aniela. Bonjour Ida, bonjour au FIT, bonjour au peuple camerounais. Moi, j'ai toutes les casquettes. Donc, FIT, je suis là, Amazon, je suis là, Bobby, je suis là, tout, je suis là. Donc, voilà. Je suis contente de vous retrouver après un long moment d'absence. Alors, agréable dimanche en notre compagnie. Merci. Merci. Alors, comme on a l'habitude de faire, nous allons mettre de la musique. Merci à ceux qui ont déjà lancé le partage et on va vous donner le temps de partager. C'est parti. Oui, bonjour. Oui, bonjour notre invité spécial. Alors, votre nom est écrit invité spécial, donc on est en live, donc notre invité spécial. Donc, donnez-moi juste une seconde. Oui, je voulais juste dire que c'est bon, je suis là. Le problème, c'est que depuis le matin, vous êtes en live, madame. Vous êtes en live, madame. Je pense que, dernière nouvelle, vous ne voulez pas qu'on sache qui vous êtes. Donc, là où je vous ai... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Les gens peuvent savoir qui je suis, mais je ne peux pas être en vidéo simplement parce que je n'ai pas de... OK. Depuis un moment... Parfait. Non. Okay. Tout le monde peut savoir qui je suis. Je suis Maximilienne Gombe. Dis-leur ça. Mais le problème, c'est ma vidéo parce que depuis le matin, je suis dans des réunions et je n'ai plus assez de... On coupe de l'électricité à tort à travers. Si je mets la vidéo, ça va consommer tout. Je préfère être en audio, mais qu'on sache qui je suis, ce n'est pas un problème. Je suis ce que je suis. Je ne me cache jamais. Je n'ai pas l'intention de me cacher. C'est la vidéo que je ne peux pas pour des raisons techniques d'énergie au Cameroun. Ça n'a rien à voir. Excellent, merci pour cette précision. Donc, vu que c'est le cas, je vais trouver une alternative pour qu'on puisse, au lieu juste de vous avoir en noir comme c'est là avec votre nom, je vais trouver une alternative pendant le direct pour que les gens puissent vous voir, même en photo. Alors, merci pour... Donc, vous pouvez mettre la photo, des photos qui défilent de moi pour qu'on sache que c'est moi. Mais pour des raisons techniques, je ne peux pas être en vidéo, mais je ne me cache pas. Vraiment. Excellent. D'accord. On va sortir votre bibliographie tantôt et c'est ça qui va être affiché à l'écran au moment où vous allez parler. Alors, comme vous avez pu le constater, chers abonnés, une fois de plus, bonjour. Nous sommes aujourd'hui accompagnés de Madame Maximilienne Gombe. Nous sommes très contents de l'avoir sur notre plateau aujourd'hui. Dimanche passé, elle devait être sur notre plateau, mais vous avez vu qu'elle avait eu une urgence de dernière minute. Elle était plutôt invitée sur un autre qui était aussi important que le nôtre. Et on allait bien la soutenir là-bas et c'était aussi une très belle intervention. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu sur le titre de notre direct, nous allons parler de la longévité
On va parler de la longévité au pouvoir des chefs d'État. Et oui, c'est ça. Donc, on va parler du cas de Cameroun. Je sais pas si vous écoutez. C'est ça, on va prendre le cas du Cameroun. Donc, avant de relancer tout le monde dans le débat, je vais tout simplement faire une petite mise en contexte pour lancer le débat. Je vais partager aux abonnés ici un article que si vous voulez bien, on peut partager avec vous sur le classement. Ça, c'est sur Cameroun Web, donc ceux qui y vont, sans faire leur publicité. On apprécie quand même aussi le bon travail qu'ils font. Donc, ils ont publié le 12 avril le classement Euronews des chefs d'État ils les appellent les chefs d'État Duracell. Donc, Paul Biya parmi les présidents Duracell du monde. Donc, Euronews s'est intéressé un peu à l'Afrique pour identifier les présidents Duracell. Nous avons ici rapidement, si vous voulez, on va partager tantôt le lien de ce document et vous pourrez aller consulter vous-même. Mais nous allons regarder ça rapidement. Nous avons ici en Guinée équatoriale, on ne vous apprend rien, Obiangema. Lui, il est à la tête de la Guinée équatoriale depuis 41 ans et il a pris le pouvoir depuis 1979 et il a 78 ans. Au moins, lui, il est plus jeune que son suivant qui est M. Paul Biya qui est au Cameroun, qui a 88 ans et il est président depuis 1982, donc soit environ 38 ans à la tête de l'État du Cameroun. Et j'ai beaucoup aimé la précision qu'ils ont faite ici, que M. Biya a serré la main de 5 présidents successifs, à savoir François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Donc, on compte ici environ 5 présidents. La France a connu 5 présidents depuis que nous avons le président, M. Paul Biya, au pouvoir. Alors, ensuite, nous avons au Congo-Brazzaville, nous avons Denis Sassou Nguesso, il est président depuis 79. Il a été président de 79 à 82. Donc, lui, au moins, il a fait une pause pour revenir en 97. Donc, ça fait à peu près de 37 ans qu'il dirige la République du Congo. Donc, il est âgé de 77 ans. Donc, le 21 mars dernier, tout récemment, le mois passé, il va renouveler son mandat jusqu'en 2026. Donc, faites 77 ans. Donc, vous calculez d'ici 2026 quel âge il aura. On passe aussi en Ouganda. Voilà notre président Duracell. Ce n'est pas nous qui en appelons. Donc, il est en Ouganda. Il est Yoweri Museveni. Lui, il est là depuis 86. Alors, lui, il est âgé de 75 ans. Donc, là, en fait, ce qui est là, c'est que ce qui est important de remarquer ici, c'est que la limite d'âge en Ouganda pour être président est de 75 ans, mais ce monsieur est âgé de 76 ans. Donc, il assume derrière lui 35 ans de longévité à la tête de ce pays de l'Afrique de l'Ouest, puis tout est correct là. Donc, lui, il a 76 ans, mais l'âge limite, c'est 75 ans. Donc, c'est correct. On continue. Nous avons Idriss Déby, qui est là depuis 90 et ça fait 31 ans qu'il traîne. En août 2020, il a été relevé au rang de maréchal et le 11 avril dernier, il a brigué à son 6e mandat. Et on va terminer ici avec le Bélarus. Ça, c'est une exception hors Afrique. C'est hors de l'Afrique. Il est à la tête de l'État depuis 1994. Et en août dernier, il fait son 6e mandat et il a 66 ans. Donc, comme quoi,
quand même, l'Afrique essaie aussi d'être un exemple par le bas. Donc, j'ai voulu déposer le débat comme ça ici, vous présenter les présidents du RACEL du monde et beaucoup plus d'Afrique. Et on va s'attarder sur certains cas, notamment sur celui de Biya. Donc, je vais arrêter mon partage. Comme je l'ai dit, on va vous partager ces documents. Je vais arrêter mon partage ici et je vais me retourner vers notre invité qui est là aujourd'hui, juste pour lui poser la question vite fait comme ça, lorsqu'elle regarde un document, parce que le thème du direct aujourd'hui, c'est vraiment la longévité au pouvoir, les avantages et les inconvénients pour les pays en voie de développement cas du Cameroun. Donc, avant d'entrer même dans ce que c'est que la longévité au pouvoir, on aimerait avoir l'avis de notre invitée, Madame B, sur cet article qui a été publié. C'est à vous, Madame. Allô? OK. Allô? Allô, Madame Allô? Maximilienne? Oui, vous m'entendez? Bon, là, on vous entend mieux. Je ne sais pas, est-ce que vous avez compris la question que j'ai posée? Non, 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 non. Nous sommes, je ne fais que vous dire depuis, et je pense que tout le monde partage ce que je dis souvent, nous sommes en Afrique. L'Afrique a une particularité, c'est que ça coupe. On nous coupe quand on veut nous couper et on nous remet quand on remet. Donc, j'ai seulement entendu Madame, notre invitée, Madame Maximilienne, va dire quelque chose. Donc, je n'ai pas OK, entendu vous savez avant. que vous n'avez pas suivi la présentation des présidents du Non, RACEL. du tout, du tout. Alors que je suis bien connectée et c'est moi qui ai donné mon accord et que je n'ai pas un problème et je n'ai rien suivi. OK, Du tout. c'est pas grave. On va se rattraper autrement. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que je vais juste rapidement, l'article que je partageais rapidement sur l'écran, je présentais les différents chefs d'État qui sont restés là depuis des lustres. Je veux juste avoir qu'est-ce que vous pensez des présidents du RACEL comme appelle Euronews? Euronews a présenté, je ne sais pas si vous êtes au moins à mesure de voir mon écran ici. Euronews a présenté une liste de présidents du RACEL, donc des gens comme les Obiangema, Sassou Nguesso qui est revenu le mois passé à 77 ans. On a Museveni qui est en Ouganda, qui a 76 ans et l'âge limite c'est 75 ans. On a Idriss Déby la semaine passée qui brigue pour son 6e mandat. Qu'est-ce que vous pensez de cet article de Euronews sur le président du RACEL? Est-ce que là, vous m'avez compris maintenant? Oui. Ce que je voulais dire, c'est que Euronews emprunte ce que nous disons depuis. Et vous le savez depuis quand même. Je suis passée dans vos antennes et je vous ai parlé, n'est-ce pas, de la longévité. Parce qu'il parle de du RACEL, non pas de la longévité, c'est deux choses différentes. La longévité des chefs d'État, surtout de l'Afrique centrale, n'est-ce pas, au pouvoir. Et nous avons bien dit, et je pense que le REDAC est l'une des organisations qui dit depuis, parce que nous travaillons sur les autres pays, qui dit que cette longévité plombe, n'est-ce pas, la consolidation des institutions démocratiques et plombe aussi la consolidation de la paix au niveau de l'Afrique centrale. Ça, c'est clair que Euronews, ce n'est pas une innovation, c'est plutôt Euronews qui vient confirmer ce que nous disons depuis. Donc, nous sommes en accord avec cet article parce que, heureusement, qu'ils nous reprennent et que c'est ça qui démontre que nous sommes dans le bon combat. Honnêtement, pour avoir été dans des combats sur le terrain, l'Afrique centrale aujourd'hui souffre, n'est-ce pas, de ces longévités, de ces présidents-là. Parce que vous savez, ce n'est pas une question de stigmatisation, c'est une question factuelle et de logique. Vous ne pouvez pas faire 40 ans en tant que chef de famille et penser que les autres ne peuvent pas avoir des frustrations. Parce que de toute façon, l'usure de pouvoir, lorsque vous devenez, n'est-ce pas, omnipotent, omniscient, et que
tout doit passer par vous. Vous êtes un demi-dieu et qu'on ne peut plus rien dire sans qu'on évoque votre nom. Vous êtes sûr et et tout le monde peut l'apercevoir qu'il n'y a plus, n'est-ce pas, de modèle de société. Tout le monde va parler au nom de demi-dieu, comme les chrétiens que nous sommes, qui ne parlent qu'au nom de Dieu. Sauf que Dieu, il est omnipotent, il est omniprésent et personne ne le voit. Nous, on voit quand même ces gens-là, ils sont encore là. Et donc, c'est un problème structurel, organisationnel, et même un problème, n'est-ce pas, de bien-être. Parce que c'est des gens, comme ils ont construit autour d'eux une certaine... ils ont construit une certaine image, ils ne savent même plus ce que le peuple veut, et chacun, par la roublardise et par, n'est-ce pas, l'opportunisme, leur raconte ce qu'ils veulent, ils veulent entendre. Parce que si vous dites que le président est bon, vous avez, n'est-ce pas, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, il suffit de dire que le président n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire parce que voilà son mandat, vous devenez quelqu'un à battre. Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes au niveau, n'est-ce pas, de l'Afrique centrale. Et on ajoute à cela, n'est-ce pas, la classe politique la classe intellectuelle qui n'arrive pas à se mettre au-dessus de tout ça, à reconstruire quelque chose d'innovant. Parce que c'est ça la question. À partir du moment où vous êtes en face de ces gens-là qui sont omnipotents, omniscients et omniprésents, qu'est-ce que vous construisez, n'est-ce pas, comme une offre innovante. Et c'est là qu'il y a un revenu, n'est-ce pas, nous sommes à la défensive tout le temps au lieu d'être à l'offensive. L'offensive, ça veut dire qu'on prévoit. Ça veut dire qu'on sait très bien comment les gens vont fonctionner dans 5 mois ou dans 10 mois. Et nous, on dit, comment ils vont faire comme ça? Voilà ce que nous voulons faire. On résiste. On prévoit et on résiste. Alors, depuis un moment, en Afrique centrale, on ne prévoit plus rien. On est sous la défensive. C'est quand ce régime-là tape que nous devons, n'est-ce pas, répondre, riposter. Et en même temps, nous n'avons pas, un plan stratégique de riposte. Comment on riposte? La riposte n'est pas seulement, comment on appelle ça, communicationnelle et autres. Il y a des ripostes aussi. Ça peut être même le silence. C'est-à-dire que nous devons construire une stratégie de riposte avec une stratégie avant-gardiste, n'est-ce pas, de la prévention de ce qui va se passer. Ce n'est pas à l'offensive, mais c'est pas de la défensive, mais de l'offensive. Parce que nous savons comment les pays dictatoriaux fonctionnent et c'est pour ça qu'ils continuent toujours à nous blâmer parce que comme ils savent comment nous réagissons, ils mettent leurs pions, ils ont de l'argent, ils ont l'armée, ils ont tout, ils ont les relations et nous n'avons rien construit, nous bavardons et voilà la réalité. Pour le moment, je peux m'arrêter là et je suis là, il n'y a pas de problème. Excellent, merci Madame Maximilienne pour votre intervention, merci. Et effectivement, j'ai noté au début de votre intervention la fierté du travail que nous accomplissons, dont il faut en être fier. Donc, Euronews ne peut pas, on peut dire Euronews a copié sur nous. Donc, ça veut dire qu'on est dans le bon combat. Alors, ainsi, maintenant, je vais me retourner vers Marie-Victoire avant d'entrer directement sur ce que c'est que la longévité. On aimerait aussi l'entendre lorsqu'elle a pris connaissance de cet article. Quel sentiment elle a eu? Quel sentiment j'ai eu quand on parle du Cameroun, ce n'est qu'un sentiment d'ego par rapport à cette longévité. Tout ce qu'on voit, ce sont des grabataires qui restent là, qui ne veulent pas partir, qui nous gouvernent depuis près de 40 ans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Ida? C'est que du dégoût quand je vois ça.
Quand je vois le Cameroun qui est revenu à 40 ans, plus de 40 ans en arrière, je ne peux qu'exprimer mon dégoût face à cette situation. Exactement. Le dégoût, l'image du Cameroun qui est encore une fois de plus très mal présentée, mais qui d'un autre côté, c'est un avantage pour nous les activistes. Hein. Ça démontre qu'on est du bon côté du combat et on fait des bons choix. Je me retourne vers Aniela. Comment tu réagis lorsque tu prends connaissance de ce document avec nous et après tout l'exposé de Madame B? Quel est ton sentiment, ton ressenti par rapport à tout ça? Merci de me passer encore la parole, Ida. Ce que je dois noter, c'est que je suis fière de constater que les journaux du monde, comme Euronews, parce que je l'ai toujours décrié, ce qui se passe au Cameroun, les journaux n'en parlent pas. France 24, tout ça. Mais si c'est Euronews qui peut déjà montrer les présidents Duracell, ça veut dire que notre combat est en train de porter. Vous voyez un peu. Ça veut dire que notre combat est en train de porter. Bon, quant à ce qui est de cette longévité au pouvoir, c'est une longévité pourquoi? Pour ne rien faire, pour ne faire que du mal au peuple, pour son plaisir personnel et son clan. Vous voyez? Et là, nous sommes en train de décrier cette situation et je crois que le monde entier nous donne raison et nous allons continuer toujours dans ce combat. Nous ne lâcherons pas. Je suis contente que Maximilien nous dise que il y a plusieurs manières de riposter et nous devons revoir aussi les stratégies, les manières d'adapter les stratégies de lutte, ne pas toujours être sur la défensive. Maintenant, il faut aussi passer à l'offensive. Voilà. Puisque Euronews, ce n'est pas n'importe qui. Donc, c'est le journal du monde. Et je sais que c'est des grands dirigeants qui tiennent ce journal. Alors, ça veut dire que nous avons le droit de passer à l'offensive et d'organiser une autre forme de combat. Donc, voilà, nous ne devons pas lâcher prise. Ce n'est pas un combat que nos enfants doivent porter sur eux. Ils ont déjà sur eux qu'ils n'ont pas d'emploi, ils ont tous les problèmes. C'est nos enfants qui se noient dans la Méditerranée parce qu'ils sont en train de chercher de quoi mettre dans la bouche. C'est eux qui sont traités de nègres. Ils reçoivent tous les xénophobes du monde entier. Donc, vraiment, nous ne pouvons pas lâcher prise. Merci. Excellent. Donc, là, je me retourne encore vers toi, Marie-Victoire. D'après toi, après tout ce qu'on vient de dire, c'est quoi la longévité au pouvoir? Justement, comme l'article a dit, Duracell, c'est la pile qui dure longtemps. C'est pas un problème d'âge, en fait. C'est pas un problème d'âge, c'est le fait de s'éterniser au pouvoir. C'est le fait qu'une nation puisse dépendre indéfiniment d'un seul homme. C'est ça, longévité au pouvoir, c'est s'éterniser au pouvoir. Et c'est le cas du Cameroun aujourd'hui avec Paul Biya, où la plupart des hauts postes des dirigeants sont accaparés par des gérontes. Donc voilà pour moi ce que c'est que rester longtemps au pouvoir. Oui, c'est ça. Donc, pour te relancer, pour aller dans ton sens, c'est un peu considéré comme l'ancienneté au pouvoir. Mais dans nos métiers, professions et tout, on aime ça l'ancienneté parce que plus tu es ancien, plus ton salaire augmente, mieux tu as des meilleures positions. Mais ce n'est pas la même ancienneté ici dans la politique. L'ancienneté, c'est la conservation du pouvoir et n'offrir aucune alternative au peuple. Directement, on se retrouve encore, ça en lien vraiment un peu avec la dictature. Agnès, avant de revenir à toi pour cette même question, j'aimerais qu'on se retourne vers notre invitée Maximilienne. Maximilienne, je sais dès le début de l'émission, vous étiez vous aviez très, très hâte de parler de ce mot de longévité.
longévité. Est-ce que vous pouvez un peu éclairer la lanterne de nos auditeurs sur ce que vous entendez, vous autres, par longévité au pouvoir? Merci. Qu'elle nous a entendu. Donc, donc, je disais, merci. La longévité au pouvoir, c'est le refus de l'alternance. Ça n'a rien à voir avec la duratielle au pouvoir. Parce que vous pouvez être un démocrate, une démocrate, et le peuple, dans un système électoral fiable, n'est-ce pas, et dans un jeu démocratique fiable, vous redonne un mandat incontesté et incontestable. Ce n'est pas la même chose que la longévité. C'est pour ça aussi que nous devons interpeller, n'est-ce pas, ces organes de presse en leur disant de mettre les mots qu'on souhaite pour l'Afrique dans leur texte, même si nous nous félicitons déjà qu'ils prennent en compte, n'est-ce pas, nos revendications depuis. La longévité, c'est quoi? C'est que pour refuser même qu'il y ait des problèmes et que peut-être qu'il peut avoir de l'alternance pour qu'il y ait des institutions fortes. Vous pouvez partir et revenir. Dans des organes, des pays où il y a des institutions fortes, les mêmes présidents sont partis et sont revenus. Donc, à ce moment-là, on ne va pas parler de la longévité parce que les institutions fortes le permettent, n'est-ce pas, qu'on les a battus à plat de couture. Et après, quand on voit peut-être qu'on s'est trompé sur les personnalités qu'on a élus, on les fait revenir, mais pas des élections crédibles, transparentes, honnêtes. Ce n'est pas le cas. Si on prend le Cameroun, sont même des autres, prenons même le Cameroun seulement, parce qu'on est au Cameroun. Depuis 1982, combien de présidents de la République ont été élus dans des pays? Certains, on prend les États-Unis, le président, les États-Unis, c'est peut-être la quatrième mandature. Il est toujours là. Prenons même au niveau de l'Afrique. Regardons le Bénin. Regardons la RCA. Regardons la RCA. Regardons la RDC. Regardons, allons même dans l'Afrique de l'Ouest. C'est quand même un problème, ça. Et ce problème-là, ce n'est pas un problème seulement personnel, mais c'est un problème aussi structurel, un problème politique, un problème aussi de l'engagement des citoyens comme nous autres à pouvoir, n'est-ce pas, mener un plaidoyer ou bien mener une lutte pour que on impose cette alternance-là. Quand on le dit, ce n'est pas méchant. Nous tous qui avions 50 ans là, bientôt, et d'autres moins, qui peut me dire qu'il a vu, qu'il a déjà rencontré le président ou bien même vu en route, 40 ans. Alors que dans d'autres pays, ils vont vous dire, ça fait notre 4e président. Et nous avons vécu ceci. Il y a quand même des réformes là. On n'a aucune réforme vraiment profonde au Cameroun. On a des réformes saupoudrées, c'est-à-dire on fait du saupoudrage pour enfumer ceux qui veulent y croire. Mais la masse de la population ne voit rien. Au point où, aujourd'hui, vous tous, vous le savez, les élections sont devenues une histoire de... On décide là-bas que, bon, vous allez avoir 2 députés, on vous les donne, et les députés viennent vous narguer, et tout le monde le voit, comment on nous insulte, comme si être député, c'est un concours. Si nous tous, on aurait voulu être député ou même sénateur, sénatrice et autres, ou même ministre, il suffisait qu'on donne notre accord. Mais ça devient aujourd'hui comme un modèle. C'est-à-dire les gens à qui on distribue un petit poste pour leur dire, bon, prends 1 million par mois, vis ta vie et tais-toi.
Ça devient un modèle. Quand tu critiques un député, entre guillemets, ou alors tu dis à une députée que tu n'avais pas le droit de faire comme ça, mais tu deviens la cible à battre. Mais voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle la longévité, pour nous la longévité. Mais dans cette longévité-là, il y a des responsabilités. La responsabilité, n'est-ce pas, de ceux qui pillent nos richesses, qui veulent absolument que nous soyons dans ce genre, n'est-ce pas, d'état, parce que bon, ça arrange tout le monde, il y a, que personne ne dirige, chacun va, il puise là où il veut. Il y a aussi la responsabilité du système avec ceux qui sont nommés autres et des opportunistes et des griots et des paresseux qui veulent profiter, n'est-ce pas, de la manne qui est distribuée, mais aussi notre responsabilité, nous qui voulons que ça change, nous n'arrivons pas à nous mettre. Et je vous ai déjà dit ça, un petit plat renversé. Et c'est là que se pose le problème. Les autres, on peut dire que c'est de bonne guerre. Mais nous faisons quoi? Nous avons mis, vous avez vu, j'ai fait un post pour dire que la gauche, la droite et autres ne peuvent pas se mettre ensemble. N'est-ce pas qu'on attendait les résultats de cette partie qui se sont concertés. On est aujourd'hui, ils avaient donné le 15. On est aujourd'hui le 18. On n'a même pas eu une excuse de dire on s'excuse. On avait dit le 15, mais nous ne pouvons pas faire ça le 15 pour des raisons ceci, cela. Donc, tout le monde nargue le peuple, surtout. Mais nous, alors, nous qui voulons que le peuple soit avec nous, nous qui nous battons pour le peuple, nous faisons quoi pour que, quel que soit le bord, quelle que soit la part, que nous ayons pour que, voilà nous, ce que nous nous demandions, voilà comment nous nous sommes organisés. Moi, c'est ça qui me... C'est pour ça aussi que je suis peinée de venir tout le temps parler, parce que je vois qu'il n'y a aucune stratégie commune, c'est de la société civile. Quand vous êtes de la société civile, et il y en a d'autres. Quelle est notre stratégie commune pour presser tous ceux qui veulent prendre le pouvoir et qui jouent avec nous tous? Je leur dis que voilà notre feuille de route que nous avons à l'œil. Et voilà, nous allons mobiliser le peuple camerounais pour que cette feuille de route-là soit mise en place. Voilà ce que je dis. Et tant qu'on ne le fait pas, nous allons souffrir de cette longévité qui profite, n'est-ce pas, à deux entités bien identifiées, ceux qui pillent les richesses et ceux qui veulent conserver le pouvoir pour leurs privilèges et pour leurs intérêts. Point. Donc, pour être sûr de vous avoir compris un peu, Madame B, donc pour vous, la longévité, ça n'a rien à voir avec le fait d'être Duracell. Donc, ça dit qu'un président Duracell, c'est vraiment quelqu'un, ça fait longtemps qu'il est au pouvoir et tout le reste. Mais la longévité, je vais prendre un exemple. Oui. Voilà Madame Merkel qui est Duracell au pouvoir. Mais tout le monde voit. Non, parce que il faut faire la différence. Madame Merkel a conduit, c'est maintenant qu'elle est en train de mettre en place une transition. Elle a conduit son pays et tout le monde a vu qu'elle a été pour les droits de l'homme, pour la construction elle a mis au centre quand il y a eu tous ces immigrés-là qui venaient de la Méditerranée, vous avez vu sa position. Mais elle avait déjà fait plus de 20 ans là. Donc, on ne peut pas comparer cette Duracell-là qui fait que bon, le peuple peut te plébisciter et tu restes là. Et la longévité qui fait que tu te maintiens parce qu'il y a deux axes, n'est-ce pas, qui tiennent à ce que tu restes là. Deux choses différentes. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais c'était pour un peu prendre un exemple pour corroborer. Non, vous avez bien fait parce que justement, c'est à ce niveau-là, en fait, comme vous l'avez dit tantôt, l'article probablement nous emballe un peu là parce que d'un autre côté, il parle des présidents Duracell, mais de l'autre côté, il nous parle des présidents qui sont là
ça fait longtemps. Donc, ils mélangent un peu les présidents Duracell avec la longévité. Fait que pour nous, enfin, j'imagine pour mes collègues aussi ici, on pensait que c'était la même chose. Donc, je comprends bien. Donc, être Duracell, si j'ai bien compris, par exemple, vous avez bien fait de nous parler du cas de Mme Haeckel. Elle, ça fait longtemps qu'elle a le pouvoir. Donc, c'est le choix du peuple. Elle est compétente, elle fait son travail, on voit ses résultats. Tandis que la longévité, ça avantage certaines personnes. Donc, on n'est pas nécessairement là par compétence, mais justement, on n'est pas par là par des tripatouilles, les fraudes et autres. Donc, j'espère que c'est un peu ce que vous voulez dire, parce que si ce n'est pas clair là, est-ce que c'est ça ou j'ai pas bien saisi? C'est bien ça? Non, non, c'est clair, madame, c'est clair. OK, parfait. Donc, il fallait qu'on éclaircisse cet article avant de continuer là, parce qu'on avait tendance à mélanger, à unir longévité et Duracell. Non, la longévité, justement, c'est plus négatif que Duracell. Donc, pour le direct ici, les madames, l'article là, on va d'abord un peu mettre de côté, parce que ça ça va pas grand-chose à voir avec notre direct. Donc, on va le mettre de côté. Et je vais encore relancer Madame B sur la longévité. Vous avez parlé tantôt de deux fronts qui sont là pour soutenir cette longévité et de l'autre côté, la société civile qui n'avons pas une feuille de route. Qu'est-ce que vous entendez donc par feuille de route pour faire face à ces deux fronts-là? OK. Oui, est-ce que vous avez compris ma question? Oui, est-ce que vous avez compris ma question? Oui, oui, on non, vous entend. Non, je n'ai pas entendu. OK, je dis tantôt, non, OK, je non, reviens. Je pense la question, c'est quoi? Parfait. Donc, on va travailler juste sur la longévité. Et puis, vous avez dit que la longévité, il y a deux fronts qui s'affrontent pour soutenir cette longévité-là et qu'en face, on a une société civile dont nous, on n'a pas tous ensemble une feuille de route commune. Donc, ma question est de savoir quel genre de feuille de route, parce qu'il devrait certainement avoir une multitude, mais au moins, il faut qu'on s'accorde dessus une pour avancer dans le même sens. Mais quels sont les différents canevas, quelles sont les différentes feuilles de route, ou bien quelle est la feuille de route qu'on devrait avoir pour pouvoir affronter ces deux fronts qui soutiennent cette longévité-là? Merci. D'abord, il faut d'abord être très clair que la société civile est multiforme. Quand je parle de la société civile ici, il faut que ce soit la société civile qui s'occupe des droits civils et politiques et de la protection des défenseurs et activistes journalistes et aussi de la consolidation des institutions démocratiques et de la paix et la sécurité humaine. Parce qu'il y a la société civile qui s'occupe seulement des droits économiques, les droits digitaux, les droits, chacun s'occupe des droits comme il pense. Mais ça, on laisse les fondamentaux, parce que ces droits dont je parle là, s'ils ne sont pas mis en place, le reste, c'est le saupoudrage. Vous n'allez pas vous occuper du digital pour diversifier des gens, alors que les droits civils et politiques, c'est-à-dire que les libertés fondamentales ne sont pas la liberté d'expression, manifestation, de circuler. Donc, Allô? Je crois qu'on est en train de perdre Madame B. OK. Bon. De toutes les façons, elle a bien commencé. Là, on va la relancer. Non, je suis là. Non, je suis là. Donc, je disais, voilà. Donc, entendons-nous d'abord sur la société civile qui doit être en avant-gardiste. Je viens de définir cette société civile-là, qui s'occupe des droits civils et politiques, de la protection, de la sécurité des défenseurs et des activistes des journalistes, de la paix, la sécurité humaine. Quand on l'a défini, et de la construction des institutions démocratiques, voilà.
Maintenant, il y a des autres sociétés civiles qui s'occupent, par exemple, des communautés, comment on appelle ça, des réseaux sociaux, de VIH, SIDA, de tout ce que vous voulez. Donc, faisons attention, de ne pas mélanger tout le monde. Donc, quand on a identifié cette société civile-là, nous l'avons, nous disons quoi? Nous disons que une feuille de route ne se dit pas dans un live en direct. Nous mettons en place un comité ad hoc avec ce que je viens de décrire, ceux ou celles qui sont inscrits, n'est-ce pas, dans ce registre-là. On choisit des gens qui peuvent se taire et des gens qui peuvent se taire et les gens qui peuvent conduire ce genre d'action. Parce que, je vais vous dire, pendant que nous sommes ici, les gens qui nous suivent ne sont pas seulement ceux qui sont vos followers. Il y a aussi des agents de renseignement. C'est normal d'ailleurs. Il y a la police, c'est normal d'ailleurs. C'est normal. Et si c'est ici que nous devons mettre en place la stratégie de lutte, c'est que nous ne faisons même plus la lutte. Donc, je ne dirai rien de comment on va le faire ici. Si on est d'accord sur ce que je viens de dire, on peut régler ça autrement. Voilà. Excellent. Donc, alors, il y a différents. Dernièrement, on avait reçu M. Aristide Monod, que lui, justement, il avait distingué deux sociétés civiles. Il avait parlé de la société civile non partisane et la société civile partisane. Et je pense que lorsque vous parlez de la société civile des droits, de la société des droits civils, politiques, la protection des journalistes et autres, et la paix, je pense que ça appartient vraiment à la société civile non partisane de ce qu'il a appelé là. Et je pense que, merci, d'au moins, je comprends qu'on ne dévoile pas les stratégies dans un direct, mais au moins, on retient, c'est la deuxième fois que vous mentionnez ce mot-là sur notre plateau, comité. Et là, aujourd'hui, vous avez été plus précise, vous avez parlé de comité ad hoc. Alors, nous, on va organiser une petite réunion ensemble, puis vous allez nous donner, ensemble, vous allez nous donner en inbox, parce que ça ne se dit pas dans un live, ce que vous entendez par comité ad hoc, et puis les FIT à leur niveau verront ce qu'il y a lieu de faire, et puis dans leur prochain live, essaieront d'en faire pas la proposition détaillée de ce qu'un comité ad hoc fait, mais des grandes lignes de ce qu'on attend de cette société-là. Mais encore là, c'est le choix, c'est une société civile non partisane. Là. Il faut déjà partir par ce principe-là pour faire partie de ce comité ad hoc. Alors, le message est passé, Madame B, on l'a pris en note. Je me retourne maintenant je me retourne maintenant vers Aniela. Alors, Aniela, bon, on a maintenant fait la différence entre la longévité et Duracell parce que l'article là nous a un peu mêlés. Ça nous a un peu mêlés. Donc, voilà. Alors, longévité au pouvoir, y a-t-il des avantages ou des inconvénients? Oui, je ne sais pas si je suis visible là. Vous me voyez? Voilà. Là, tu es visible. Voilà, ok, ça va. Voilà. Bon, c'est bien de faire cette distinction. Il y a la longévité au pouvoir qui est positive. C'est ça qu'on devrait appeler vraiment le Duracell. Et il y a la longévité qui est vraiment négative, catastrophique. Ça, c'est le cas du Cameroun et généralement les pays de la zone francophone. Pour ce qui est de la longévité positive, nous devons noter le cas d'Angela Merkel, comme Madame B nous a dit. Vous voyez que son pays, c'est l'un des pays les plus prospères même d'Europe, à cause de sa stratégie et sa longévité au pouvoir. Nous devons noter aussi le cas de M. Vladimir Poutine,
qui reste au pouvoir, mais voyez comment son pays est en train d'avancer. Son pays est en train d'avancer économiquement, tout est bien, tout avance là-bas. Nous n'allons pas oublier qu'en Afrique aussi, on avait la Libye, hein. Oui, on avait Muammar Kadhafi. Les Libyens percevaient un RSA, un revenu d'intégration. Les Libyens avaient du pétrole à profusion, ils vivaient bien. Ils vivaient bien. Le PIB était bien élevé. Tout le monde le sait, en fait. On n'a qu'à rentrer dans les documents pour voir que Kadhafi était l'un des présidents les plus, comment on appelle, les plus patriotes d'Afrique. Donc, pour ce qui est de notre Covid, parce que moi j'appelle ça notre Covid-38, donc pour ce qui est de notre Covid-38, tout ce qu'il a su faire, c'est de voir comment se pérenniser au pouvoir. C'est sa seule stratégie, c'est sa seule bonne chose qu'il a su faire. Parce qu'il nous a amenés dans toutes les catastrophes du monde. Aujourd'hui, le Cameroun est le pays cité parmi les pays les plus pauvres, très, très endettés. Le Cameroun est le pays le plus dictateur au monde. Le Cameroun est le pays où il y a une guerre fratricide qui n'avait même pas le droit d'être. Donc, voilà la longévité d'un président. Voilà le bilan. Parce que quand on a une longévité, on a quand même un bilan positif. On a quand même quelque chose qu'on peut voir de positif. Mais citez-moi quelque chose de positif dans le cadre du Cameroun. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Rien que du négatif. Tous les enfants du Cameroun sont... si je veux même parler de la situation qui sévit actuellement au Cameroun, vraiment, c'est déplorable. On en a tellement parlé déjà. Merci, Ida. Merci pour ton autre façon de comprendre qui nous amène aussi à réaliser ça. J'aime bien comme tu as essayé de dire que de ta définition que tu as donnée du Duracell, là, c'est aussi notre façon de voir. Je me retourne vers Marie-Victoire, à qui je repose la même question. Marie-Victoire, y a-t-il après... Ah ben, c'est sûr qu'avant le direct, nous, on avait nos avantages, nous avons nos inconvénients. Avant le direct, parce que moi aussi, depuis que j'ai écouté Madame B, il y a beaucoup d'ajustements que je dois refaire dans mes... dans ce que je pensais vouloir dire. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi maintenant. Est-ce que tes avantages et tes inconvénients que tu avais avant le début du direct restent les mêmes ou bien tu les as ajustés? Je te laisse la parole. Ida, le thème était les avantages et inconvénients de la longévité pour les pays en voie de développement, le cas du Cameroun. Pays en voie de développement, moi je dirais que le Cameroun n'est plus un pays en voie de développement. Le Cameroun est aujourd'hui un pays pauvre où règne le tribalisme, la corruption comme forme de gouvernance. Donc, pour le Cameroun, pour moi, je ne vois aucun avantage à relever par rapport à cette longévité. Par contre, il y a des pays peut-être comme le Rwanda, comme l'Allemagne, comme l'a si bien dit Maximilien, où on dit que la longévité au pouvoir peut être une bonne chose pour le développement. Cette longévité peut, par exemple, permettre à un chef d'État de mettre en œuvre et de stabiliser peut-être une politique de développement. Le fait d'avoir plus de temps peut lui permettre de réaliser certains chantiers entamés. Donc, voilà, mais pour le Cameroun, pour moi, je ne vois que des inconvénients. Le Cameroun, il y a la corruption, il y a le surendettement, il y a le tribalisme, et ça entraîne, pour rester au pouvoir, il y a même cette modification de la Constitution, et la modification de la Constitution qui a eu pour conséquence première la guerre que nous voyons aujourd'hui. Voilà, par exemple, le Tchad, qui est aujourd'hui avec une rébellion armée, dont
au Cameroun, il y a le chômage, à ne citer que cela, il y a la fuite des cerveaux. Nous ne pouvons pas rentrer au Cameroun parce que 90% des jeunes sont au chômage. Comment vont-ils nous accueillir? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, nous restons tous en Europe. Voilà les conséquences de la longévité sans citer les détournements de fonds, l'enrichissement des uns et des autres. Voilà, l'histoire du frère du village, du genre que pour avoir un service quelque part, il faut connaître quelqu'un bien, il faut monnayer. Donc voilà, pour moi, il n'y a que des inconvénients pour le Cameroun. Excellent. Parfait. Alors, je me retourne alors encore vers notre invitée, Madame Maximilienne. Je sais que tantôt, vous nous avez proposé un comité ad hoc, de mettre sur pied un comité ad hoc. Alors, qu'est-ce que, de façon générale, les gens qui nous ont écoutés dans ce direct ici, qu'est-ce que vous nous suggérez? Parce que, comment je peux dire ça? Qu'est-ce que vous suggérez aujourd'hui à la diaspora? Parce qu'il faut qu'on parle, on s'adresse, parce qu'on s'entend qu'il y a une bonne partie de la diaspora qui nous regarde. Le comité ad hoc, ça ne se parle pas ici dans un live. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Comment on peut sensibiliser ces gens de la diaspora et aussi même ces gens de 237, parce qu'il y en a une bonne partie aussi qui nous regarderont plus tard. Quel est le message que vous pouvez leur passer pour qu'ils réalisent les enjeux et les défis de cette longévité-là? Non, je voulais d'abord dire qu'il faut qu'on fasse attention. Vous qui êtes des grandes combattantes, vous devez faire la différence entre tout. Poutine n'est pas un exemple de la démocratie ni des droits de l'homme. Hein. Comment on l'appelle, Kadhafi, moi, je suis allée à Libye parce que c'était mon boulot aussi. Ce n'était pas non plus des exemples de démocratie ni de droits de l'homme. Donc, soit nous disons que nous voulons les dictatures à condition que mange et tais-toi, ou alors nous disons qu'il faudrait que tout le monde ait la chance, n'est-ce pas, de participer à la gestion de l'affaire publique. Parce qu'il y a deux choses là. Nous pouvons dire, OK, Ngombe Maximien, si on vous appelle demain pour devenir sénatrice, acceptez et taisez-vous. Comme on voit bien comment ça se passe là, avec les députés, proposants et tout ce que vous voulez. Ou alors on dit, nous pouvons manger à notre faim parce que nous travaillons à la sueur de notre front. Et ce que nous voulons, c'est que les autres aussi aient les mêmes capacités, n'est-ce pas, d'avoir la même chance de manger à leur faim, de se soigner, d'aller à l'école. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Ce n'est pas parce que on réprime des gens quand on est dans la démocratie. Donc, ce ne sont pas les bons exemples. Ça ne veut pas dire que nous cautionnons ce qui s'est passé par exemple en Libye. Nous ne sommes pas contents de la façon dont ils ont réglé le problème libyen. Mais nous ne pouvons pas dire que c'est parce que nous ne sommes pas d'accord de la façon dont on a réglé le problème libyen. Ça veut dire que nous étions d'accord avec Kadhafi. C'est deux choses différentes. Si aujourd'hui, la communauté internationale, sans le Cameroun, parce que je vous ai toujours dit que la communauté internationale, le Cameroun, fait partie de la communauté internationale. Mais si on veut régler le problème de la communauté du Cameroun aujourd'hui, certains peuvent mettre le Cameroun à l'écart. S'ils viennent, ils règlent notre problème sans prendre en compte les aspirations du peuple. Même si Biya a été un dictateur, ça ne peut pas régler nos problèmes. Ça ne peut pas régler nos problèmes. C'est ça, c'est une nuance importante à régler. Si les gens viennent ici aujourd'hui régler nos problèmes sans prendre en compte les aspirations du peuple camerounais, en mettant un Biabis
comment on appelle ça, au truc, ils ne vont pas régler nos problèmes. Même s'ils construisent après des autoroutes, même s'ils construisent après, n'est-ce pas, des tramways. Il faut faire attention. Je voulais, n'est-ce pas, attirer notre attention là-dessus. La deuxième chose, c'est que nous devons construire notre raisonnement sur les questions de classe sociale. De plus en plus, les gens parlent de tribus. Toutes les tribus confondues ont une classe bourgeoise. Enfin, il n'y a pas la bourgeoisie ici, hein, à part ceux qui volent les deniers publics. Il y a la petite bourgeoisie, c'est-à-dire que ceux qui considèrent les avocats, les médecins, tout ça là, même les nous comme ça qui considérons que voilà, nous sommes au-dessus des autres populations. Et il y a la classe moyenne, la classe moyenne qui se dit, il faut que je me rattrape pour aller à la petite bourgeoisie. Et il y a les prolétaires. Et ça se voit dans toutes les tribus. Donc, ça n'a rien à voir avec Bassa, Bamleke, Ewon, Betty, Boulou, comme on veut nous faire croire. Et c'est ça que nous devons mettre dans notre stratégie, n'est-ce pas, de lutte. De dire aux Camerounais, peut-être un appel aux Camerounais, pour leur dire que ne cédez pas à cela. Il n'y a pas une tribu qui n'a que, n'est-ce pas, des petits bourgeois. Dans toutes les tribus, d'ailleurs, vous avez vu l'autre jour, j'ai fait un post là-dessus. On a intérêt, le gouverneur de l'Ouest a dit qu'il ne faut pas plus de 50 personnes pour les funérailles. Et lorsqu'il a fallu, n'est-ce pas, enterrer un petit bourgeois, parce que ce n'est pas un bourgeois, vous savez ce qu'on appelle bourgeois, vous êtes chez les Blancs, vous savez très bien ce que ça veut dire la bourgeoisie. Comme M. Moncam, on n'a plus tenu compte de ces mesures. Et si c'est un prolétaire, c'est-à-dire que si c'est quelqu'un du quartier qui meurt, le sous-préfet va écrire, le gouverneur va écrire au sous-préfet de lui dire, dites à ces énergumènes-là qu'il n'y aura pas de funérailles. Alors qu'on sait très bien que chez nous, c'est important de faire les funérailles une fois avec le deuil parce que ça vous prend moins d'argent et ça mobilise moins de ressources humaines et moins de ceci. Mais comme ce n'est pas eux, ils vont interdire ça et nous allons marcher. Alors que là, les jours-là, tous étaient là. Ils ont tout fait. Ils sont allés boire des champagnes. Et j'ai même vu, à la fin, on a même dit que toute la délégation va aller dans la résidence là-bas. Et ils n'étaient pas 20, ils n'étaient pas 30, ils n'étaient pas 50, ils étaient au moins plus de 200. Donc, faisons attention. Moi, je dis ça comme ça. Et donc, nous ne sommes pas là sur des questions vraiment de sentiments. Nous sommes là sur des questions de libérer le Cameroun. Et on libère le Cameroun en fonction des classes sociales. Donc, je ne peux pas, je vous ai dit que les stratégies comme ça ne se passe pas ici comme ça, mais je dis simplement que peut-être un appel, d'abord il faut un appel de votre part pour dire au peuple camerounais que notre appel, ce n'est pas par rapport à une tribu, c'est par rapport aux classes sociales. Et on définit chaque classe sociale. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut aller, n'est-ce pas, il faut mettre un comité pour qu'il y ait toutes ces expertises. Les gens qui savent ce que c'est que la définition des classes sociales, d'autres qui savent ce qu'ils veulent, et ainsi de suite. Voilà ce que je dis, mais je ne vais pas dire plus que ça ici. Et quand je réitère ça, parce qu'après, dès qu'on a fini, on va faire une autre. Vous n'êtes pas sur le terrain, mais nous avons, n'est-ce pas, nous avons tous les jours, n'est-ce pas, demain, je vais avoir quelqu'un qui va me dire, mais bon, hier, tu étais ici, mais c'est pas grave, je m'en fous. Comme j'ai dit, mettez mon nom, mais on ne peut pas discuter des stratégies, même des tactiques, sur un truc qui est public. J'ai, dans ma petite formation politique que j'ai eue quand j'étais en clandestinité en 89, c'est l'une des choses, et c'est ça qui fait aussi ma force, parce que beaucoup de gens me demandent comment tu fais pour continuer à être au Cameroun. C'est parce qu'on ne dit pas tout.
partout et n'importe où. À partir du moment où on est d'accord sur l'essentiel, on crée des trucs pour que les choses marchent. Les Camerounais ont besoin d'une stratégie de la société civile. Je suis d'accord avec les propos de Mono, une société civile engagée. La société civile engagée est composée de plus de femmes comme vous et de jeunes filles qui va, n'est-ce pas, libérer le Cameroun. Mais à condition que nous puissions, n'est-ce pas, être, être clairs, précises, de petites choses bien faites qui ne vont pas dans le sens des tribus, de repli identitaire, mais dans le sens de démontrer la lutte sociale. Pourquoi les gens ne veulent pas que nous, que le Cameroun soit libéré? C'est parce que on aura tout le bien-être sera pour tout le monde. Et si le bien-être est pour tout le monde, il n'y aura plus de vol comme on est là, il n'y aura plus de corruption comme on est là, il n'y aura plus d'achat de confiance comme on est là. Et beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont accommodées par ces pratiques-là ont intérêt à ce que ça ne marche pas. Donc voilà la situation. Et je ne peux que vous dire depuis. À vous écouter parler, Madame vraiment, B. Oui, allez-y, allez-y. Mais en fait, c'est juste pour vous relancer. Hein. À vous écouter parler, on a l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Parce que, si, corrigez-moi si je me trompe, on est très loin. On est très loin du travail qu'on est supposé faire pour la libération du Cameroun. On est dans la distraction jusqu'à preuve du contraire. Non, du tout. Il ne faut pas prendre ça comme ça. Il faut pas prendre comme ça. Ce n'est pas qu'on est très loin. On est dedans, mais on doit, comment on appelle ça? On doit à chaque fois ajuster. Non. Vraiment, bravo pour le travail. C'est rassurant. Mais quand je disais le on, hein, ce n'était pas juste nous, les femmes. Il faut faire attention. Il faut faire attention à ce que les gens qui font des efforts de terrain, qu'on continue à les, comment on appelle ça, à dire qu'ils ne font rien. Non, ce n'est pas la question. Vraiment, bravo pour tout ce que vous dites. Je dis simplement qu'il faut, au fur et à mesure que la situation se détecte ici, qu'on mette, n'est-ce pas, des trucs, des petites choses, qu'on réagisse et que tout ne soit pas, n'est-ce pas, Facebook. Comme j'ai dit, j'ai aussi fait un post peut-être pour certains qui sont sur mon mur où j'ai dit sortez de Facebook. Quand Cabral a attaqué Alice Com et que tout le monde a voulu répondre à Cabral sur Facebook, j'ai été la première à dire que arrêtez ça. Nous n'avons pas besoin de ça parce que quelqu'un peut donner, n'est-ce pas, à Cabral de faire un post parce qu'il n'a plus d'argent et on lui dit si tu fais, on va t'ajouter d'argent. Il y a aussi Facebook, mais il y a aussi, si on avait eu au REDAC, parce qu'elle est tous les jours au REDAC à midi, à 10h, 11h, si on avait vu 100 filles, femmes, pour dire, même femmes, filles et jeunes filles, tout confondues pour dire, même avec des petits pancartes, même là dehors, appeler même deux journalistes, on n'a pas vu. Bon, Facebook, bien sûr, on doit respecter. Mais ça se passe aussi ici. C'est-à-dire que les gens qui sont ici sont aussi là pour, n'est-ce pas, nous soutenir. On peut, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Il y a une petite pembèche, comme je l'appelle, une énergumène, qui a osé aller attaquer Tata. Et j'ai dit, Madame, ici, le boucle là. Là aussi, parce que c'est là qu'on voit une construction, n'est-ce pas, d'un mouvement qui sait où il va. Moi, on ne peut pas aujourd'hui dire que vous n'avez rien fait. Mais comment nous consolidons pour que, avec votre capacité là-bas, votre vigueur, votre énergie, comment on peut synchroniser ça au moins avec même 300 femmes ici? C'est ça le problème. C'est ça. Si on a Justement, je vais vous relancer là-dessus, Madame B. Je vais vous relancer dessus parce que c'est ça notre but. Parce que nous, on a essayé ici, percer pour amener des jeunes filles, des femmes, des mères à justement, par exemple, vous faites c'est un bon exemple.
Maître Alice, comme a été attaquée, c'est une femme, elle est dans le rédac. Sur les réseaux sociaux, il y a eu de l'indignation sur les réseaux sociaux, mais vous touchez le cœur du problème. Elle qui habite au 237, même si on ne peut pas aller au rédac, pourquoi ne pas avoir été chez elle au moins pour faire une petite manifestation pour la soutenir? D'où ma question, peut-être va avoir. Comment? Parce qu'il y en a qui donnent le défi qui nous revient souvent, c'est on ne peut pas sortir parce qu'on a peur, on ne peut pas prendre des initiatives parce que on a été victime du maquis, on a un passé, c'est difficile pour nous, on n'est pas encore ressorti de là, on apprécie ce que vous faites, mais on a peur de se lancer pour se retrouver en prison. Qu'est-ce que vous, Madame B, vous dites à ces personnes-là? Parce que c'est un gros défi qu'aujourd'hui, dans la diaspora, on tourne en rond, justement, parce qu'à ce niveau-là, il faut se l'avouer, on a eu un échec. On a eu un échec à ce niveau-là. Quel message vous pouvez donc justement passer à nos sœurs, nos jeunes sœurs du 237 pour faire partie de cette peur qu'elles ont en elles, là? J'espère qu'elle m'a écoutée. Allô, madame B, vous m'écoutez? Ah là là, la connexion. Pourtant, c'est même ça le... Je pense pas que, je pense pas que, oui, là vous m'écoutez. Oui, là, on vous écoute, Je oui. pense pas qu'elles aient peur. Je pense pas, parce que je pense pas qu'elles aient peur, parce que le nombre de trucs que je reçois dans mon inbox après avoir dit, par exemple, ici que taisez-vous, de ces jeunes filles qui me disent, maman, ce n'est que toi qui devais le dire. C'est incroyable. Sauf que je pense que ce que je ressens, c'est que c'est parce que ce n'est pas une organisation solide. Vous savez, les Camerounais aujourd'hui vivent une double peine. Ce n'est pas que je veux vous mettre en difficulté, mais vous savez au moins que vous êtes dans des pays démocratiques. Et dans les pays démocratiques, on ne peut pas venir t'enlever ton travail parce que tu as pris une position ou tu as émis une opinion. C'est ça. Vous le savez très bien. Vous tous qui parlez là, chacun de vous a nous sommes les filles, femmes indignées. occupement. Nous sommes les filles. Vous êtes chez les filles. Femmes indignées, les filles, femmes indignées. Ok, les femmes indignées. Chacun de vous a une occupation normale. C'est-à-dire qu'elle paie ses impôts, elle va travailler, voilà. Donc, à la fin du mois, elle sait que j'ai 100 euros, j'ai payé. Ici au Cameroun, c'est difficile d'avoir des opinions et de trouver un boulot. Surtout que tous les boulots, la plupart des boulots aujourd'hui, c'est des boulots informels. Non seulement c'est informel, mais c'est aussi des boulots avec des sociétés privées. Parce qu'il faut oublier les sociétés publiques. On ne va même pas vous prendre. Donc, il faut d'abord construire quelque chose de solidarité. C'est pour ça que je disais qu'un truc ad hoc, pour, n'est-ce pas, identifier d'abord toutes ces jeunes filles-là et femmes-là qui sont prêtes à faire ceci, pour que si jamais elles sont attaquées, qu'est-ce que nous devons apporter comme riposte adéquate au niveau international, c'est-à-dire que ça peut être le plaidoyer, au niveau, ou alors, quand je dis le plaidoyer, c'est-à-dire peut-être les faire partir tout de suite, parce que si elles sont en danger, on les fait partir tout de suite. Au niveau de tout bon, si elles sont arrêtées, que leur famille continue à vivre. Par exemple, on donne à son mari une certaine somme, comme nous on fait au-delà quand on a un peu d'argent, pour que les gens puissent, etc. Pour que les gens puissent, pour que les familles puissent toujours être pour que les gens puissent toujours être pour que les gens puissent toujours être en... Je sais pas, je les ai trouvés partir. Donc, pour que les gens puissent toujours être en symbiose et en même temps,
en leur disant, quand on vous met ça en place, c'est pour que vous puissiez toujours être fort. C'est ça. Mais comme je vous ai dit, vous m'amenez Non, à dire des choses qui ne doivent pas être non, dites c'est bon, vous avez déjà assez dans un dit, truc non, on comme a ça. Et je suis compris. désolée. Je pense que Non, voilà, non. je ne le dirai pas. C'est des choses qu'on doit faire, qu'on doit mettre, Non. qu'on doit mettre, on doit discuter de ça en dehors de ceci. Vraiment. Excellent. Donc, merci. Vous avez même déjà beaucoup dit, Madame B. Donc, ceux qui savent lire entre les lignes lisent. Et nous, les femmes indignées, on va essayer de se rapprocher de vous à un moment donné pour qu'on puisse en savoir plus sur ce comité ad hoc. Alors, je retourne vers les autres femmes du plateau. J'ai la fille Marie-Victoire. Marie-Victoire, je pense qu'on a fait notre invitée, hein, Madame B, nous a franchement éclairé sur le sujet. Elle a appuyé, elle a donné des arguments sur cette longévité. Elle a proposé une partie de solution. Alors, pour finir, conclure notre émission, donc en conclusion de tout ce qu'on a dit, c'est quoi ton mot? Donc, on est quasiment rendu là au mot de la fin. Hein? Donc, Ouais, par rapport à ce sujet-là, je me dis, nos présidents doivent apprendre à passer la main. Ils doivent apprendre à partir, car durer au pouvoir exécutif, ça affecte la croissance économique d'un pays. Marie-Victoire, Et- juste bouger un peu. Apparemment, quand tu bouges, il y a la lumière. Quand tu ne bouges pas, il n'y a pas de lumière. Voilà, là, il y a la lumière. OK, vas-y. Non, en fait, de rester au pouvoir pendant des années, c'est voilà, c'est créer tout ce qu'on voit aujourd'hui, les guerres, la famine, les dépravations des mœurs et autres. Donc, quand j'écoute Maximilien, c'est des actions, c'est des actions et c'est des actions. Et c'est vrai, le destin du Cameroun dépendra de nos actions que nous allons poser maintenant. Nous sommes arrivés à un niveau de la lutte où il faut vraiment poser des actions. On a parlé, mais là, il faut qu'on soit concret. Et en l'écoutant, comme tu l'as si bien dit, on verra quoi faire en off avec elle. Comme on dit toujours, on ne négocie pas la liberté, elle s'arrache. Et pour cela, nous devons réfléchir ensemble. Bon, on peut commencer par des petits comités, ce sera difficile, mais nous devons déjà faire le premier pas. Et nous, les filles, nous restons sur cette sensibilisation citoyenne, sur l'éducation. Et voilà, mais le problème, c'est au 237. Comment pouvoir avoir cette influence sur le 237 et pour nous en particulier sur les femmes du 237. Donc, ce sera mon dernier mot et je dirais merci à Maximilienne d'avoir accepté d'être avec nous, de nous éclairer quand elle peut le faire. Même sans vidéo, elle a voulu participer. Exactement. C'est ça. Enéo, encore une fois de plus, on fait ta promotion, Enéo. Promotion. Donc, alors, merci Marie-Victoire. Marie-Victoire, est-ce que cette semaine, on aura à vous la parole? Oui, franchement, moi, je suis quelqu'un qui aime l'action et autres. Et de plus en plus, parler pour moi, c'est pas facile. Je suis de plus en plus occupée. Mais je crois ce vendredi, il y aura pour la parole et on parlera de l'endettement du Cameroun, puisqu'il y a une action en cours de téléchargement par rapport à cet endettement. Excellent. Donc, on retrouve Marie-Victoire vendredi dans son émission À vous la parole. Merci Marie-Victoire. Je me retourne vers Agnès Lamar. Alors, Agnès Lamar, on est à la fin de l'émission. On veut ton mot de tout ce qui a été dit, ton mot de la fin et qu'est-ce que tu en penses de tout ce qui a été dit? Merci d'abord à notre grande guerrière, Madame Ngombe. Voilà, je devrais rectifier un peu le tir. Justement, elle m'a un peu recadré là. Kadhafi, vraiment, c'était un dictateur. Bon, mais on ne peut pas oublier ignorer que son pays, pour ceux qui
l'Adulai vivait très bien et son pays quand même était très bien avancé. La preuve, c'est que il n'y avait pas de Libyens qui venaient, je n'ai pas vu de Libyens venir demander l'asile, s'exiler pour... non, non, en dehors du fait que c'était un dictateur, voilà, c'est ça qui amenait les Libyens à s'exiler aussi. Oui. Bon, merci pour ce cadrage de notre grande guerrière. Pour ce qui est de la longévité avec Paul Biya, moi, je dis, euh, cette longévité qui a été néfaste pour nous ici au Cameroun pendant depuis le début de son règne, hein, il n'a fait que mettre le Cameroun en mal. Alors aujourd'hui, je vais poser la question au peuple camerounais. En fait, Paul Biya là, est-ce que c'est même un vrai Camerounais? Est-ce qu'on a même déjà discuté de sa vraie nationalité? Oui, parce que je ne sais pas pourquoi on a passé le temps à faire le flou là-dessus. Ça, c'est un débat qu'il faut remettre en jeu parce que je me souviens quand Barack Obama prenait le pouvoir, on lui a demandé de présenter son certificat de naissance qui prouvait qu'il était un vrai Américain. Aujourd'hui, je pose la question, Paul Biya, s'il est là, parce que pour ceux qui croient encore qu'il est là, est-ce que c'est un vrai Camerounais? Parce qu'il me souvient que j'ai des informations que Paul Biya, le père dont on parle, celui dont dit le catéchisme, avait pris sa maman en deuxième noce. Donc lui, il était né d'abord d'un autre père. Lui et sa sœur et sa grande sœur qui étaient décédées, ils sont nés d'un autre père. Et le catéchisme a pris sa maman en deuxième noce, qui a fait ses petits frères et les autres. Donc, qui est-il vraiment? Est-ce que c'est un vrai Camerounais? Parce que vous voyez vous-même, quelqu'un qui n'a aucune compassion pour son peuple, que vous soyez même de son parti, du pouvoir ou pas, il n'a aucune compassion pour personne. Je ne veux plus revenir sur les détails. Vous-même, vous avez vu tout ce qui s'est passé avec les décès de tel et tel et tel, tout ça. Donc, moi, je dis, il y a lieu de se poser des questions parce que moi, je suis dépassée du comportement d'une personne de ce genre. Abandonner le peuple camerounais à lui seul face à une pandémie qui est en train de sévir et continuer à combattre les peuples camerounais dans le nozo. À un moment, on se demande, mais en fait, est-ce que c'est un Camerounais qui est devant nous là? Oui, franchement. Donc, voilà, ce sera mon mot de fin. Merci. Excellent. Et puis là, tu nous rejoins avec notre mot de vacances de pouvoir. On se demande où est-ce que M. Paul Biya est. Et même dernièrement, si l'article est vrai, le Washington Post s'est posé également lui aussi la question. Parce que de tous les pays qui puissent exister, je pense que le Cameroun est le seul pays qui actuellement n'a pas eu un dirigeant, son président, prendre la parole ou les positions par rapport à la pandémie. Alors, on va maintenant se tourner vers Madame B pour son mot de la fin et ensuite, on va conclure le direct. C'est à vous, Madame B. Je voulais dire une chose, c'est que vraiment, comme j'ai dit, j'étais à la vérité en face, j'ai dit comprends qui comprendra. Nous ne pouvons pas faire les atermoiements répétitifs. Ça ne va régler aucun problème. Chacun de nous peut se faire une idée de Paul Biya, c'est son problème. Vraiment, ce n'est pas la question. Et quand on enlève Paul Biya, les autres font quoi? Quand tu prends les Atangandi, tous ces ministres, tous ces oublards-là et tous ces zozos et les griots-là. Non, je pense que le problème ne se pose plus est-ce qu'il est camerounais, n'est pas camerounais, justement. Et c'est ça. Ils veulent que nous rentrons dans ce genre de débat pour dire, alors, vous qui voulez la double nationalité, vous êtes sûr que vous étiez camerounais? Non, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est que d'accord, chacun a fait sa vie, sa part, et nous disons et nous répétons
que dans un pays normal, c'est inadmissible que le président ne prenne pas, on ne le voit que lorsqu'il doit faire les adieux. Et que ceux qui signent à son nom, nous devons leur demander de nous rendre les comptes. C'est de ça qu'il est question. Vraiment. Vous avez dit que le président est vivant. OK, il n'y a pas de problème. Nous savons ça comme problème, ça comme problème, ça comme problème. Et voilà l'exemple. Nous avons vu que dans laissons même les pays étrangers là, c'est-à-dire les pays européens et les pays comment on appelle ça, les pays, vos pays européens et les pays des États, les États-Unis autres, parce que vous dites que c'est les Blancs qui déstabilisent. Prenons l'Afrique. Tous les pays de l'Afrique, même les plus dictatoriaux, même les plus petits, au moins un président par mois a pris la parole. Vous qui dites là que le président est avec nous, rendez-nous les comptes. C'est-à-dire que nous devons construire la lutte autour des questions de fond, pas des questions de forme. Parce que moi-même, on va vous dire même demain que est-ce que vous êtes sûr que c'est une Camerounaise, c'est sa mère. Si sa mère n'a pas été avec, mon père ne vit plus. Mon père ne pourra plus dire que bon, elle me ressemble trop, c'est mon enfant. Non, non. Allons sur les problèmes de fond. Faisons les statistiques. Quels sont les pays africains qui, par rapport à la pandémie, ont pris la parole et ont mis des mesures pour accompagner leur peuple, y compris sur le plan économique? Nous les mettons. Je parle africain. Je ne veux même pas aller chez les Européens parce qu'on va nous dire que oui, ils viennent pomper. Les petits panafricanistes là, voilà, comme on les appelle, les panafricains, viendront nous expliquer que non, il faut protéger le partage machin. Non, parlons des pays africains, y compris ceux qui ont à peu près le même âge, que ce soit au Congo, Brésil ou autre. Même si on peut reprocher des choses à Sassou Nguesso, il a mis couvre-feu, il a sorti, il a dit, on va faire ceci. Je disais ça la vérité en face, parce que vous ne le savez pas. Nous avons eu un collègue qui était virulent contre Sassou Nguesso, et qui a fait un AVC. Et lorsqu'il a fait un AVC, même les organisations internationales qui le soutenaient ne lui ont pas accordé un soutien. C'est nous qui avons fait la pression. Sassou Nguesso a affrété un avion, n'est-ce pas, pour l'amener à l'étranger. Kolela, j'étais au Congo quand Kolela a commencé à faire le truc. C'est lui qui a affrété. Donc, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que comment ça se fait que le système BIA, c'est parce que si on prend BIA seul et on enlève tout ce système-là, nous sommes dans la merde. Comment le système BIA peut aller jusqu'à ce degré? Ce n'est pas une question être Camerounais, pas être Camerounais. Il faut les mettre dans leur responsabilité. Il faut, si nous voulons que les autres pays amis, les autres militants amis, parce qu'il faut la lutte comme ça, nous devons faire adhérer des militants amis, des pays amis, des institutions amies, pour qu'ils comprennent que nous sommes dans la vraie. On va leur dire, voilà, depuis avril 2020, voilà enfin 2020, voilà ce que nous avons été abandonnés. Voilà les autres pays, ce qu'ils ont fait. Si on prend tout ça là, on revient maintenant à ce qui est des audits et autres. Nous, on considère par exemple que le président n'est plus là. Dites-nous la vérité. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que nous sommes dans un truc factuel et pas dans les sentiments. Factuel. Et c'est pour ça que je disais vraiment, quand on fait des trucs comme ça, où c'est partagé, ne venons pas essayer d'étaler notre stratégie parce que les gens vont se préparer à l'avance pour contrecarrer notre stratégie. Mais voilà, merci beaucoup. Et merci encore. De toute façon, je reste disponible chaque fois qu'on me dit avant. Dès que j'ai une minute, je serai avec vous. Ne vous en faites pas. Si je ne peux pas, c'est parce que je suis débordée. Mais félicitations pour tout ce que vous faites. Mais à côté de ça, construisons à côté quelque chose, n'est-ce pas, de lourd, qui n'a rien à voir avec nos sorties qui sont des sorties normales et qui doivent même rester comme ça. Mais à côté,
construisons quelque chose pour, n'est-ce pas, mettre en place la masse critique, parce que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de faire quelque chose pour qu'il y ait la masse critique. C'est ça, on n'arrive pas à cela. Et donc, si on a un comité ad hoc, on pourrait voir qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre la masse critique. Le message est passé, Madame B. Merci pour l'éclaircissement. Effectivement, c'est très important, hein, ce recadrage que vous faites. Les problèmes, il faut vraiment s'attaquer au fond et non à la forme des choses. Et justement, nous, les filles, on a fait un direct cette semaine où on a présenté justement la Constitution et on a dit la thèse de la démission pour la vacance du posoir, on ne peut pas la faire puisqu'il y a les hautes instructions qui sortent tout le temps, donc visiblement, il ne veut pas de démission. La thèse de la mort ne peut pas être déclarée puisqu'ils ne nous ont pas présenté un acte de décès, mais on peut utiliser l'empêchement définitif. Et en utilisant l'empêchement définitif, justement, on veut leur dire, OK, il est, comme vous dites, comme vous venez de dire, Madame B, vous dites qu'il est vivant, vous dites qu'il est là, voilà le COVID-19, qu'est-ce qu'il a fait pour son peuple camerounais? Donc, je pense que c'est un très bon message que vous passez à tous les internautes qui nous écoutent. Et ce qui est juste malheureux, c'est que des sensibilisations comme celle-ci, on a souvent de la difficulté à pouvoir avoir beaucoup de personnes qui puissent comprendre ça et accéder à ce message. Et comme vous le savez bien, on est tous dans des directs de distraction. Et nous, les femmes indignées, nous allons continuer à garder le cap et en offre, on va essayer d'organiser une petite rencontre, une petite réunion. Comme vous dites, il faut sensibiliser comme on le fait sur les télés, mais en même temps, sur les réseaux sociaux, mais en même temps, il faut travailler quelque chose à côté. Donc, ça, c'était également mon mot de la fin. Donc, je remercie tous les abonnés qui nous ont écoutés aujourd'hui. Je remercie une fois de plus notre invité. C'était aujourd'hui une pas mal dernière minute et ça a été une très, très belle émission, une très, très belle intervention et on a appris beaucoup de choses. Je remercie Annie Lama qui est un Amazon, je ne sais même pas comment l'appeler, c'est un soldat qui répond à toutes les troupes. Elle répond à toutes les troupes et puis c'est pas facile de prendre cette position. Tu l'as prise et tu l'assumes. Bravo, continue comme ça. Et à la fille Marie-Victoire, je lui souhaite une bonne semaine et aux autres filles aussi une bonne semaine. On a encore une autre longue semaine, l'autre semaine qui nous attend, qui nous attend. On est tout occupé, on a toutes les occupations nécessaires, mais on va essayer de toujours continuer à vous alimenter. Alors, c'était ce dimanche, encore une fois de plus, le plateau des femmes indignées. Nous allons vous retrouver encore dimanche prochain avec un autre débat, un autre échange. D'ici là, vous allez avoir à vous la parole. Sur ce, passez une bonne semaine et bye bye. Merci beaucoup et au revoir. À bientôt. Au revoir. Mhm.